jour sur le plateau d'Ado Kids TV et notamment le monde de Jerry, le premier grand rendez-vous scientifique de la soirée. Pip pip, yeah! Nous sommes repartis pour la suite avec le 17h30 scientifique consacré à un des plus grands scientifiques de notre ère. Je vous souhaite un excellent été en notre compagnie. Soyez les bienvenus à vous pour cette grande aventure. Nous sommes ensemble pendant 30 minutes jusqu'à 18h et vous êtes les bienvenus. C'est parti, en route. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro du 17h30 scientifique. Nous allons parler d'un nouveau et éminent grand scientifique après vous avoir parlé du professeur Albert Einstein ou encore même du grand Dimitri Mendeleïev. Nous allons parler d'un nouveau grand scientifique. On quitte un peu les cuisiniers, on y reviendra un peu plus tard. Nous allons nous intéresser au célèbre Isaac Newton. Isaac Newton est né le 25 décembre 1642 et il est mort. Alors, selon les dires, il serait mort le 31 mars 1727. Alors, attention, deux possibilités. Soit il est né le 25 décembre 1642 et mort le 20 mars 1727, soit il est né le 4 janvier 1643 et mort le 31 mars 1727. En tout cas, quelles que soient ses dates de naissance ou de mort, c'était un mathématicien, physicien, philosophe, alchimiste, astronome et théologien anglais, puis britannique. Figure emblématique des sciences, il est surtout reconnu pour avoir fondé la mécanique classique, pour sa théorie de la gravitation universelle et la création, en concurrence avec Gottfried Wilhelm Leibniz, le calcul infinitésimal, très connu. En optique, il a développé une théorie de la couleur fondée sur l'observation, selon laquelle un prisme décompose la lumière blanche en un spectre visible, c'est-à-dire avec des couleurs. Il a aussi inventé le télescope à réflexion composé d'un miroir primaire concave, appelé le télescope de Newton. En mécanique, il a établi les trois lois universelles du mouvement qui constituent en fait des principes à la base de la grande théorie de Newton concernant le mouvement des corps, la théorie que l'on nomme aujourd'hui la mécanique newtonienne ou encore la mécanique classique. Il est aussi connu pour la généralisation du théorème du binôme et l'invention dite de la méthode de Newton, permettant de trouver des approximations d'un zéro ou racine d'une fonction réelle d'une variable réelle. Newton a montré que les mouvements des objets sur Terre et des corps célestes sont gouvernés par les mêmes lois naturelles. En se basant sur les lois de Kepler, sur les mouvements des planètes, il développa la loi universelle de la gravitation. Son ouvrage Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, publié en 1687, est considéré comme une œuvre majeure dans l'histoire des sciences. C'est dans celui-ci qu'il décrit la loi universelle de la gravitation, formule les trois lois universelles du mouvement et jette les bases de la mécanique classique. Il a aussi effectué des recherches dans les domaines de la théologie et de l'alchimie. Racontons un petit peu sa jeunesse. L'Angleterre n'ayant pas encore adopté le calendrier grégorien, la date de naissance d'Isaac Newton est enregistrée en date du 25 décembre 1642 au manoir de Woolsthorpe, près de Grantham, dans le Lincolnshire, en Angleterre, de parents fermiers. Sa venue au monde est mouvementée. Il naît 3 mois après la mort de son père. Isaac Newton perd, du coup, et de façon prématurée. Plus tard, sa mère lui racontera que personne ne pensait qu'il puisse survivre. Sa constitution est si fragile qu'il aurait tenu, disait-elle, dans un cruchon. De ses premières années, on ne sait presque rien, en dehors de quelques données rapportées par Newton lui-même. Le bonheur de Newton ne dure pas longtemps. Il a 3 ans lorsque sa mère, Anna Escouff, se remarie avec Barnabas Smith, pasteur âgé de 63 ans et économiquement aisé
du village voisin de North Witham. Un conflit survient quand sa mère déménage avec son époux à North Witham. Comme Barnabas ne veut pas s'occuper d'Isaac, celui-ci est laissé à la garde de ses grands-parents maternels, dont la famille peuplée de gens d'église et d'universitaires sera chargée de sa formation. Mais cette séparation suscite en lui un fort sentiment d'angoisse, d'agressivité et de peur, qui fait de lui un égocentrique précoce. Chaque fois que quelqu'un tentera de lui enlever ce qu'il estime être son bien, il répliquera avec une violence démesurée, même s'il peut compter sur des oncles, tantes et cousins qui vivent dans les environs. Il souffre de son enfance solitaire et cette souffrance contribue à son isolement. À 5 ans, il fréquente les écoles primaires de Skillington et de Stoke. Il a 10 ans lorsque meurt son beau-père, Barnabas. Sa mère revient à la maison familiale de Woolsthorpe avec les 3 enfants qu'elle a eus du pasteur. Hélas, le bonheur de retrouver sa mère est de courte durée. 1 an plus tard, il a 12 ans. Newton est envoyé à l'école primaire de Grantham, à 11 km de sa maison natale. Il ne prend pas sa scolarité très au sérieux. Il est toujours aussi assis au fond de la classe, jusqu'au jour où, en sortant du collège, il se bat avec un camarade 2 fois plus grand et le terrasse. Non content de l'avoir mis à terre, il veut aussi le dominer intellectuellement et à partir de ce moment, il n'a de cesse d'occuper la première place, la place de premier de la classe. Cette anecdote révèle un trait crucial de son caractère, le désir de l'emporter sur ses rivaux qu'il considère comme inférieurs. Il est logé chez le pharmacien Clark, dont l'épouse est une amie de sa mère, et il profite de la bibliothèque bien fournie en ouvrages scientifiques pour s'initier aux rudiments de la philosophie naturelle, la physique. Le dessin est aussi son autre passion, comme le montrent les murs de la maison du pharmacien Clark, ornés de portraits d'animaux, de fleurs et de figures géométriques. Dans cette demeure, il y a aussi des cadrans solaires pour lesquels Newton affiche une véritable dévotion. Il reste 4 années au collège de Grantham jusqu'à ce que sa mère le rappelle à Woolsthorpe pour qu'il devienne fermier et qu'il apprenne à admirer son domaine. Fort heureusement, plusieurs personnes de son entourage s'aperçoivent que Newton n'est pas fait pour les travaux des champs et décèlent ses dons scientifiques. William Escouff, le frère de sa mère, insiste pour qu'il continue ses études et aille plus tard à l'université. Son allié principal est le frère de Madame Clark, le pasteur Humphrey Babington, qui finit par nouer une étroite amitié avec Newton. Et enfin, son maître d'école à Grantham, nommé Stokes, qui offre de payer à lui-même les frais scolaires et d'accueillir le jeune Newton chez lui jusqu'à la fin de sa formation. 1 an plus tard, sa mère accepte que son fils reprenne ses études. Après avoir achevé sa formation scolaire, il s'inscrit à l'université. À 17 ans, il tombe amoureux d'une camarade de classe, Mademoiselle Storey. On l'autorise à la fréquenter et même à se fiancer avec elle, mais il doit terminer ses études avant de se marier. Finalement, le mariage ne se fait pas, il restera vierge et célibataire toute sa vie. Newton arrive à Cambridge le 4 juin 1661 et le lendemain il entre au Trinity College, institution à laquelle il restera lié pendant les 4 années suivantes. Le choix de Trinity, considéré comme le meilleur, repose sur plusieurs motifs. D'une part, William Escouff a étudié, d'autre part, Humphrey Babington y exerce comme philo. Newton y est inscrit comme subsizar. Son statut universitaire l'oblige à partager sa chambre avec un autre étudiant, John Wilkins, qui fera preuve de sollicitude et d'entraide, l'aidant à réaliser ses expériences et à rédiger des comptes rendus de recherche. Il commence par préparer sa licence S. Arts libéraux. À cette époque, l'université reste ancrée dans un programme d'études fondé sur les humanités médiévales auquel Newton ne s'intéresse pas beaucoup. D'après ses carnets, on sait qu'il n'achevait pas ses lectures obligatoires et qu'il en commençait d'autres, nettement plus contemporaines. Les références aux auteurs plus modernes abondent dans ses carnets, tels Descartes, Galilée, Robert Boyle, Henry Moore,
Hobbes et Gassendi. Même si le programme universitaire souffre d'archaïsme, les derniers livres scientifiques en date sont disponibles, si bien que Newton peut les consulter les dernières parutions. Newton se comporte en autodidacte, dévorant tout ce qui tombe sous la main, il approfondit ce qui attire son attention et reproduit un certain nombre d'expériences. À Cambridge, dans le cadre des mathématiques, on dispense le quadrivium comprenant l'arithmétique de Girolamo Cardano, la géométrie d'Euclide, l'astronomie de Ptolémée et enfin la musique. Il découvre en 63 et 64 les mathématiques dans Miscellanea de Schouten, la Geometria de Descartes, les Clavis Mathematica de William Oughtred et les travaux de John Wallis. En 63, il est créé à Cambridge la chaire lucassienne dont le premier titulaire est Isaac Barrow, son maître de mathématiques, et il est possible que Newton ait assisté à ses conférences, ce qui lui a ouvert de nombreux horizons, insoupçonnés jusqu'alors. En un peu plus d'un an, Newton a été capable d'assimiler par lui-même tous les fondements de l'analyse élaborée au XVIIe siècle. À partir de là, il suit son propre chemin qui doit le mener à la découverte du calcul infinitésimal. En 64, il écrit dans quelques questions philosophiques, Platon est mon ami, Aristote est mon ami, mais ma meilleure amie est la vérité. À cette époque, la priorité de Newton est de continuer ses études indéfiniment, seule façon de combler sa soif de connaissance. Il choisit Isaac Barrow comme examinateur et le 28 avril 64, il décroche une bourse qui lui octroie un salaire fixe en plus des frais de subsistance et lui garantit 4 années d'études supplémentaires jusqu'à la fin de sa licence S. Arts libéraux. En janvier 65, il obtient un titre de bachelier S. Arts et envisage de préparer la maîtrise. Cette année-là, l'Angleterre subit une épidémie de peste noire, si bien que l'université ferme ses portes à l'été 65 et renvoie les étudiants chez eux. Newton part pour Woolsthorpe. C'est là qu'il progresse fortement en mathématiques, physique et surtout en optique. Lorsqu'il en revient, il a fortement révolutionné la science de l'époque. Newton accélère dans ses recherches. Il entame en 66 l'étude des fonctions dérivables et de leurs dérivées à partir du tracé des tangentes sur la base des travaux de Fermat. Il classifie les cubiques et en donne des tracés corrects avec asymptote, inflexion et point de rebroussement. Ses recherches ne l'empêchent pas de poursuivre son travail universitaire. Le 2 octobre 1967, il obtient un titre de Minor Fellow, attribué aux chercheurs boursiers encore plus spécialisés. 8 mois plus tard, il accède au statut de Major Fellow, et cette même année 68, il obtient le titre de Master of Arts, qui comporte l'obligation de prendre les ordres au sein de l'Église anglicane pour une durée minimale de 7 ans. Par la suite, c'est devenu un petit peu une personnalité complexe, notamment en 77 lors de la mort de son mentor Isaac Barrow, celle de son ami Henry Oldenburg, son unique lien avec la communauté scientifique et la perte de tout son travail sur les couleurs dans l'incendie de ses appartements l'affecte fortement pendant plusieurs mois. Il passera 25 ans avant de publier à nouveau sa théorie de la lumière. En avril 1996, il démissionne du collège de Cambridge et quitte la ville pour devenir directeur de la Maison de la Monnaie, qui lui apporte une amélioration substantielle de son statut économique et social. Il obtient ce poste grâce à l'appui de Charles Montagu, un ancien de Cambridge, alors chancelier de l'Échiquier, qui cherche des postes à pourvoir pour ses amis. Au contraire de ses prédécesseurs, il prend son travail très au sérieux et fait notamment emprisonner une centaine de faux monnayeurs. En 1704, il fait publier en anglais ses travaux qu'il tenait cachés depuis 20 ans concernant la lumière. Il fera publier une version en latin d'Optics 2 ans plus tard. En 1705, il est anobli par la reine Anne, peut-être moins en raison de ses travaux scientifiques ou de son rôle à la monnaie que de la proximité d'élection.
Il adopte alors un blason inhabituel constitué d'une paire de tibias humains croisés sur un fond noir à la manière d'un drapeau de pirate sans tête de mort. En 1727, Newton, à peine remis d'une crise de goutte, se rend à Londres pour présider une réunion de la Royal Society. Ce voyage le fatigue terriblement. De retour dans sa propriété campagnarde de Kensington, il doit rester alité et meurt le 31 mars 1727 à l'âge de 84 ans. Son cercueil aujourd'hui est exposé dans l'abbaye de Westminster, c'est à Londres, et est porté en grande pompe et inhumé dans la nef aux côtés des rois d'Angleterre. Voltaire, qui se trouve alors à Londres, commente admiratif: ce fameux Newton, ce destructeur du système cartésien, mourut au mois de mars de l'an passé 1727. Il a vécu honoré de ses compatriotes et a été enterré comme un roi qui aurait fait du bien à ses sujets. Newton est considéré comme l'un des plus grands génies et savants de l'histoire humaine. Il y a eu beaucoup de théories scientifiques. Par exemple, quant à la méthode, Newton n'accepte que les relations mathématiques découvertes par l'observation rigoureuse des phénomènes, d'où sa fameuse formule « je ne feins pas d'hypothèse » ou en latin « hypotheses non figo ». Il précise: tout ce qui n'est pas déduit des phénomènes, il faut l'appeler hypothèse, et les hypothèses, qu'elles soient métaphysiques ou physiques, qu'elles concernent les qualités occultes ou qu'elles soient mécaniques, n'ont pas leur place dans la philosophie expérimentale. Dans l'optique, bien évidemment, avec son fameux télescope, fabriquant ses propres miroirs à partir d'un bronze à haut pouvoir réfléchissant, il juge la qualité de l'image optique au moyen du phénomène appelé aujourd'hui anneau de Newton. La mécanique, avec l'épisode de la pomme, c'est vers la fin de sa vie qu'aurait eu lieu l'épisode vraisemblablement légendaire de la pomme qui tombe de l'arbre sur sa tête, lui révélant les lois de la gravitation universelle. La fameuse pomme de Newton. L'anecdote est rapportée par le physicien à son ami biographe William Stuckley, qui relate en 1752 une rencontre du 15 avril 1726. La mécanique céleste également, Newton reprend ses travaux sur la mécanique céleste, c'est-à-dire la gravitation et ses effets sur les orbites des planètes, selon les références sur l'inertie de Galilée et sur les lois de Kepler, du mouvement des planètes, et aussi en consultant Robert Hooke et John Flamsteed à ce sujet. En novembre 1684, il fait parvenir à Halley un petit traité de 9 pages avec le titre De motu corporum in girium, mouvement des corps en rotation, montrant la loi en carré inverse, la force centripète. Il contient les prémices des lois du mouvement de Newton que nous retrouvons dans son œuvre majeure Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, aujourd'hui connu sous le nom de Principia ou Principia Mathematica, qui est publié entièrement le 5 juillet 1687, divisé en 3 tomes, grâce à l'aide financière et l'encouragement d'Edmond Halley. Les méthodes de calcul qu'il y utilise en font un précurseur du calcul vectoriel. Dans son travail, il établit les 3 lois universelles du mouvement qui resteront inchangées, sans aucune amélioration, durant plus de 2 siècles. Il se sert du mot poids, en latin gravitas, pour parler des effets de ce que nous appelons maintenant la gravité. Et il définit les lois de la gravitation universelle dans le même ouvrage. Il présente la première analyse des déterminations fondées sur la vitesse du son dans l'ère des lois d'Edmond Halley et de Robert Boyle. Il est déclaré père de la mécanique moderne grâce aux 3 lois du mouvement qui portent son nom et énoncées telles qu'elles sont enregistrées de nos jours.
le principe d'inertie, le principe fondamental de la dynamique et le principe des actions réciproques. Si vous voulez en savoir plus, l'inertie d'un corps dans un référentiel galiléen, c'est sa tendance à conserver sa vitesse en l'absence d'influence extérieure. Tout corps ponctuel perdure dans un mouvement rectiligne uniforme. L'inertie est aussi appelée principe d'inertie ou loi d'inertie, et depuis Newton, première loi de Newton. La loi d'inertie exprime le fait que si la vitesse v du corps ponctuel par rapport au repère galilien est constante, la somme des forces vectorielles s'exerçant Mes petits poussins, mes petits poulets, vous pouvez voir s'afficher sur votre écran les réseaux sociaux, mais aussi le compte YouTube d'AdoKids TV. Commentez, likez sur Facebook et Instagram et abonnez-vous à la chaîne YouTube d'AdoKids TV. Et c'est la fin de ce 17h30 scientifique. Merci à vous de votre fidélité de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous demain. Et tout de suite, voici l'arrivée de votre blouse et de vos lunettes de protection puisque c'est votre rendez-vous chic. Je vous souhaite une excellente fin d'après-midi sur notre antenne. Bon début de soirée et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de nos aventures du monde de Jenny. Merci, salut.